Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence prévue dans un format relativement court. Il va s'agir d'une présentation de 40 à 45 minutes et qui sera ensuite ouverte à l'ensemble des participants que je remercie déjà de nous rejoindre en grand nombre depuis Auray, mais aussi depuis les îles du Ponant et je crois même plus largement à l'échelle du Golfe, du Morbihan, ici en Bretagne. Alors, je vais vous parler d'un savoir-faire horloger qui a cultivé des liens étonnants avec l'univers de la nutrition santé. Nous allons traiter ensemble d'un sujet d'innovation, un sujet d'innovation transmaritime avec le pays d'Auray, mais aussi les îles du Ponant. Vous savez qu'il existe une marque qui a été créée, Savoir-faire des îles du Ponant, et qui a son siège ici, dans la cité d'Auray. Alors, bienvenue à tous les Morbihanais qui nous rejoignent et nous allons commencer ensemble le sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est une opportunité d'aborder ce grand patrimoine horloger qui concerne l'hôtel de ville d'Auray à travers le prisme d'un jumelage. Vous rappelez que Auray et le golfe du Morbihan constituent une véritable fenêtre ouverte sur le monde. On pense bien entendu à des échanges transatlantiques avec Benjamin Franklin qui est arrivé au port de Saint-Goustan, défendre les valeurs de liberté, de dialogue entre les peuples, d'autodétermination, de choix des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais il existe aussi une dynamique extrêmement active de jumelage tournée vers la mer, bien entendu avec le Pays de Galles, mais aussi l'Irlande. Alors, lorsqu'on regarde les échanges maritimes, la capacité des marins, des navigateurs à explorer de nouvelles contrées, bien entendu, on regarde aussi les étoiles. Et le Morbihan, avec l'horloge astronomique de Plouermel, dispose d'un patrimoine remarquable de cette Bretagne astronomique ouverte sur la découverte de l'univers, d'autres cultures, d'autres sciences et d'autres techniques, que ce soit la géologie, également la botanique, les biotechnologies, les sciences du vivant. Nous allons, lors de cette conférence, découvrir comment l'horlogerie a aussi véhiculé des découvertes et des innovations dans le domaine des minéraux marins. C'est un formidable voyage entre terre et mer que je vous propose de découvrir depuis Auray. Et nous allons, à travers un jumelage des symboles, découvrir une rencontre inédite entre la dimension silencieuse et éternelle des coquillages de la Manche et l'audace de l'horlogerie venue perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, l'hôtel de ville d'Auray que vous avez sous les yeux est fortement inspiré de l'hôtel de ville de Rennes, avec un beffroi qui domine la structure de l'édifice et également, comme vous le voyez, s'adosse une horloge. Alors, l'horlogerie est aussi fortement liée à la géologie des éléments. Je voudrais signaler que de grandes signatures architecturales façonnent aussi de nouvelles villes en Bretagne. Ici, vous avez l'exemple du quartier de la gare de Rennes, qui offre un clin d'œil extrêmement intéressant au quartz. Vous vous rappelez que le quartz a eu une importance fondamentale en horlogerie. Vous savez que la montre à quartz a été d'abord commercialisée en Extrême-Orient, au Japon, à travers la marque Seiko. Et ce quartier urbain quartz, c'est finalement un reflet assez exceptionnel de ce grand passé horloger et en même temps, dans la forme de ces bâtiments, de ces structures que vous voyez ici qui vont accueillir de nouvelles activités autour de la gare de Rennes, eh bien, le quartz permet de récupérer de la lumière et symboliquement aussi être soi. Alors, je vous l'indiquais, le Morbihan dispose d'un patrimoine horloger exceptionnel. C'est bien sûr l'horloge astronomique de Plouermel,
qui est un dispositif extrêmement sophistiqué et qui permet de montrer comment, selon les époques, les civilisations et les cultures, les représentations du ciel ont offert une vision du monde extrêmement différente. C'est un religieux, le frère Bernardin, qui a été à l'initiative de cette horloge qu'il est possible de visiter dans les murs de la congrégation des frères de Plouermel. C'est un immense projet qui est né en 1850 dans une vocation essentiellement pédagogique, avec aujourd'hui 1200 pièces d'engrenage en laiton et qui était là pour véritablement offrir un cours pratique de découverte des sciences, des mathématiques et de l'astronomie. Avec un regard sur l'univers remarquable, puisqu'à cette époque, Neptune est seulement en cours de découverte, et cette horloge astronomique, avec le système solaire connu à l'époque, ne comporte que 7 planètes. C'est un monument historique de très grande valeur, tout comme l'hôtel de ville d'Auray. Et cette horloge astronomique est protégée par un kiosque de verre et reçoit la visite chaque année d'à peu près 30 000 visiteurs, ce qui est assez exceptionnel. Alors revenons vers cet hôtel de ville, vers son horloge remarquable, qui est l'expression à travers également le beffroi d'un pouvoir sonore et temporel. La municipalité d'Auray émet en 1742 un souhait de construire la mairie à l'est des Halles. Et des premiers plans vont être conçus en 1772 par Monsieur de Saint-Pierre, qui à l'époque est un ingénieur du roi de la Compagnie des Indes, que nous connaissons bien sur les côtes bretonnes, installée à Lorient. Et les façades, les toitures, mais aussi le beffroi sur lequel est posée cette horloge est inscrit au monument historique depuis un arrêté du 11 octobre 1963. Alors, cette horloge et la place qu'elle prend dans l'hôtel de ville d'Auray est remarquable. C'est une maîtrise du temps, c'est un symbole d'indépendance du pouvoir municipal qui se différencie des cloches de l'église, du pouvoir religieux, et c'est véritablement l'expression d'un pouvoir civil qui s'affirme parce que le pays d'Auray a été effectivement une porte ouverte sur le commerce, sur les échanges maritimes, les industries et également beaucoup d'innovations. Cet hôtel de ville d'Auray est aussi fortement inspiré de l'hôtel de ville de Rennes, la place de la mairie, que vous connaissez peut-être à proximité du Parlement de Bretagne, et son beffroi est exactement similaire. Le beffroi de l'hôtel de ville de Rennes a une histoire aussi particulière, puisque vous savez que beaucoup d'incendies ont ravagé la cité médiévale, les enceintes de Rennes, et c'est précisément ce beffroi qui, lors d'un incendie, sera réutilisé pour construire l'hôtel de ville de Rennes et disposera d'un socle qui sera mis sur le toit. Ce qui est intéressant, c'est finalement les conjugaisons, les complémentarités qui semblent avoir inspiré à la fois la construction de l'hôtel de ville de Rennes et celui d'Auray dans le Morbihan, avec cette horloge qui est un patrimoine horloger tout à fait remarquable. Alors, vous voyez ici, vous avez justement l'hôtel de ville de Rennes. Vous voyez que dans sa structure, on est extrêmement proche de la construction et de l'urbanisme qui a été choisi pour l'hôtel de ville d'Auray. Alors, je rappelle aussi dans le dialogue avec le temps, avec les horloges, que la ville de Rennes est aussi jumelée avec une ville en Angleterre qui est la ville d'Exeter, dans le Devon. Et le 50e anniversaire du jumelage entre les deux villes a été l'occasion de mettre en valeur 4 horloges. D'abord, les 2 horloges astronomiques des deux villes et aussi les horloges des 2 gares en mouvement. Vous avez ici sur cette slide l'horloge d'Exeter, parce que le patrimoine horloger est aussi extrêmement important outre-Manche, et on va le découvrir ensemble, comment finalement l'horlogerie
a aussi cristallisé des dynamiques d'innovation. Alors, ce sujet est d'actualité aujourd'hui parce que depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Si cette inscription franco-suisse nous fait bien entendu penser au savoir-faire horloger du Jura, de Besançon, grande capitale horlogère, nous allons découvrir comment l'horlogerie a aussi voyagé, comment elle s'est aventurée sur les côtes bretonnes et comment elle a développé aussi un lien avec le Pays d'Auray, avec le golfe du Morbihan et aussi les îles du Ponant. Vous savez que les îles du Ponant forment un arc qui part du Morbihan et qui continue extrêmement loin jusqu'à l'archipel de Chausey, dans la baie du Mont-Saint-Michel, et nous allons découvrir ces liens. Vous savez que dans le Morbihan, les îles ont été aussi des laboratoires, des pôles très importants, notamment en matière de contrebande horlogère, et il y a eu des échanges maritimes extrêmement riches dans ce domaine. La candidature portée par la France, l'inscription à l'UNESCO, a été orchestrée en collaboration avec la Suisse, comme je vous l'indiquais, et elle a été considérée comme exemplaire par la mise en évidence de l'importance d'un patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. Je crois que cet élément est extrêmement important et cette relation aux frontières est aussi extrêmement forte dans l'histoire de l'horlogerie. Vous savez qu'en Suisse et notamment à Genève, beaucoup de réfugiés protestants français et italiens ont véhiculé des connaissances, des techniques horlogères. Et donc, l'horlogerie a beaucoup voyagé d'une région et d'un savoir-faire à l'autre. Je pense également à des Huguenots qui sont allés se réfugier en Afrique du Sud, mais aussi, je pense aux relations transatlantiques, des Huguenots qui sont aussi partis sur les côtes de Floride et qui ont transporté également des connaissances, ce qui est extrêmement intéressant par rapport au Pays d'Auray parce que de grandes figures ont aussi, je pense à Benjamin Franklin, en arrivant sur le port de Saint-Goustan, ont bien entendu développé des relations transatlantiques avec Auray, avec le Morbihan et le Nouveau Monde en Amérique du Nord. Alors, ce que je vous propose de retenir lors de cette conférence, c'est que le savoir-faire horloger s'est aussi aventuré sur la mer. Il a épousé des signatures architecturales remarquables et l'hôtel de ville d'Auray en est la preuve, mais nous allons explorer un peu les mystères de ce métier et tout particulièrement les origines mystérieuses de ce métier d'horloger qui, dans ses origines, s'inscrivait sans H. Ce métier remonte à l'époque de Charles Quint, qui, pour sa guerre contre François Ier, va recruter des horlogeurs, notamment pour le réglage des canons. Ces horlogeurs sont devenus par la suite, par la pratique du métier, des sortes de colporteurs d'horlogerie. Et ils passaient de maison en maison et prenaient des commandes de montres ou d'horloge. Alors, je vous indiquais que l'horlogerie est également fortement liée à un contexte politique lié aux frontières. Vous dire que Louis XIII et son fils Louis XIV vont reprendre la Franche-Comté à l'Espagne et progressivement, le roi de France va recruter. D'abord, aux portes de la Suisse va se développer une contrebande pour faire passer le plus de choses possible au nez des douaniers. Et le roi de France va progressivement recruter à Versailles et faire venir à la cour les bons horlogers capables de fabriquer les fameuses horloges, même si cette contrebande de connaissances et de compétences se produit toujours aujourd'hui des deux côtés de la frontière entre la Suisse et la France. Cette relation à l'Espagne, puisque la Franche-Comté a aussi des traces très importantes avec les Habsbourg, est très importante, notamment pour le Morbihan. Je vous rappelle, notamment pour ceux qui seraient du secteur, en particulier de Port-Louis
et de l'Orient qu'il y a eu aussi des traces espagnoles très importantes en Bretagne, dans le Morbihan, des tentatives d'invasion extrêmement régulières, et ce lien avec le réglage des canons est très important vis-à-vis de l'histoire horlogère, et je pense qu'on pourrait retrouver des choses assez exceptionnelles de relations qui ont pu exister avec l'Espagne. D'abord parce que l'âge d'or breton, c'est un commerce extrêmement dynamique avec les comptoirs espagnols et notamment de Cadiz pour développer le commerce du lin. L'âge d'or breton, c'est une complémentarité, une conjugaison entre l'armor et l'argoate. L'argoate qui produit des toiles de lin et l'armor qui les exporte. Et bien entendu, cette relation entre terre et mer a été aussi extrêmement stimulante. Et nous allons voir comment le savoir-faire horloger s'est aussi aventuré sur la mer. Alors, je voudrais rappeler également qu'en Bretagne, il existe encore aujourd'hui un campus des métiers qui transmet l'ensemble des connaissances à travers un apprentissage, un modèle d'apprentissage extrêmement dynamique sur les marches de Bretagne dans la ville de Fougères que vous avez à l'écran et qui a encore aujourd'hui une école d'horlogerie située sur le parc d'activités de la Grande Marche et qui porte le nom d'un grand prix Nobel de physique en 1920 qui s'appelle Charles-Édouard Guillaume, qui a été extrêmement précurseur, notamment à travers des services rendus en métrologie, et qui avait aussi découvert des anomalies dans les aciers de nickel. Cette faculté des métiers à Fougères, à travers son école d'horlogerie, transmet encore cet art horloger, et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour également permettre de sauvegarder, de maintenir ce grand patrimoine horloger qui existe également dans le Morbihan. Bien entendu, l'horloge astronomique de Plouermel est remarquable, mais il y a eu des connaissances entre terre et mer qu'il est intéressant également de mettre en valeur. Alors, je vais, à ce titre, vous expliquer les innovations tout à fait étonnantes qui ont pu exister. Vous rappelez, par rapport à ce prix Nobel de physique, que les horlogers qui maîtrisaient la gravure des platines en laiton ont aussi pu innover dans la fabrication d'instruments de pointage ou de calcul, comme des équerres de fil à plomb ou également des compas de proportion qui permettaient toutes sortes de calculs et qui comportaient souvent des échelles destinées à un usage en horlogerie. Alors, je vais vous parler d'une bijouterie-horlogerie qui a été créée par mon arrière-grand-père. D'abord, dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'emplacement historique se situait dans la grande rue des Stuarts. Et cette bijouterie-horlogerie va développer une culture de l'innovation. Je vous ai résumé en une phrase en bas de cette slide cette culture de l'innovation. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper le monde de demain. Alors, cette bijouterie-horlogerie fait à l'époque beaucoup sensation parce que vous l'avez peut-être vu dans l'image, dans la vitrine et aussi sur le fronton, il y a une marque qui est mise en valeur, c'est la marque Zénith, qui va être extrêmement pionnière, notamment développée en Europe depuis le territoire suisse, où son fondateur, Georges Fabre-Jacot, va imaginer et bâtir de vastes espaces lumineux dédiés à l'horlogerie, où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé, notamment en s'inspirant de techniques nord-américaines. Et la réunion à l'époque de l'ensemble de ces métiers d'horlogerie est une innovation. Alors, cette marque Zénith va être portée par de grandes personnalités et va être extrêmement appréciée en Bretagne. Elle sera valorisée dans le cadre de grandes expositions universelles et beaucoup de détaillants bretons, mais aussi en Normandie, vont vouloir revendre, être des détaillants de cette marque horlogère. Alors, je voudrais vous parler de quelques personnalités qui ont été extrêmement attachées à la marque Zénith. D'abord, Gandhi.
puisque cette montre de poche Zénith en argent qu'il possédait était l'une de ses rares possessions matérielles. Et elle accompagnait son quotidien, notamment en signalant ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et sa montre aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde. Mais le voleur lui aurait rendu, 6 mois plus tard, rempli de culpabilité et de remords. Cette anecdote sur la marque Zénith a été partagée par Gandhi dans son journal. Il y a aussi de grands pionniers de l'aviation qui ont été extrêmement attachés à la marque Zénith. Ici, vous avez une lettre de Louis Blériot qui écrit au fondateur et qui signale son attachement à ce garde-temps extrêmement précieux et précis malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Et cette lettre de remerciement est assez touchante vis-à-vis de son inventeur. Alors, je vous ai parlé de la baie du Mont-Saint-Michel, qui a été effectivement un carrefour de l'horlogerie, et nous allons étudier comment des relations se sont aussi développées avec les îles du Ponant, de Chausey au golfe du Morbihan, et également pour arriver dans le pays d'Auray. L'innovation a circulé extrêmement vite parce qu'elle a très bien fonctionné en réseau. Et c'est un peu la dynamique que je vous ai écrit sur cette slide, passer de l'espace solide des territoires à l'espace fluide du monde. Alors, un arc horloger transmanche s'est développé. Depuis la baie du Mont-Saint-Michel, il a été un formidable moteur de valorisation, de la valorisation des sciences du vivant, de l'agriculture, d'abord parce que des horlogers, et en particulier mon arrière-grand-père, qui sera le fondateur des industries probiomères, va très vite comprendre qu'il est possible de reconvertir un savoir-faire horloger et de l'exploiter pour notamment utiliser des brisures de coquillages, et en particulier des minéraux marins. À l'époque, il était beaucoup utilisé des coquilles d'huîtres, notamment pour renforcer le calcium de coquilles d'œufs, et très rapidement, en séchant des algues, en utilisant du sable coquillé, des techniques horlogères, des micro-techniques d'horlogerie vont permettre d'exploiter ces minéraux marins à l'extrême richesse. Alors, nous allons explorer comment finalement cette innovation a circulé. Comment la capacité de l'horlogerie à produire des petits moteurs, à animer des automates, à réparer des montres-bracelets avec des outils très fins, a servi à identifier des molécules d'intérêt dans des brisures de coquillages. Et c'est ce qui a permis de développer des recherches en nutrition santé. Alors, je vous parlais de la baie du Mont-Saint-Michel. Lorsque vous êtes sur une plage dans le golfe du Morbihan et que vous apercevez des coquillages sur le sable, eh bien, dans le pays d'Auray, vous êtes, sans le savoir, entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. C'est un élément extrêmement intéressant qui a aussi permis de développer de nombreuses découvertes depuis la baie du Mont-Saint-Michel et ensuite de les ouvrir au golfe du Morbihan. Alors, quelques mots sur l'odyssée des industries probiomères qui vont reconvertir un savoir-faire horloger à toutes les adaptations et les ressources de la mer. Ces découvertes vont donner effectivement naissance à une marque, les industries probiomères, qui vont briser des coquillages, des minéraux marins et également sécher des algues en utilisant des microtechniques d'horlogerie. Très rapidement, le procédé fonctionne, notamment pour la nutrition animale et en particulier pour le transport et les ventes d'œufs. Les œufs étaient très fragiles à l'époque et sur une douzaine d'œufs, parfois, il n'en restait que 2. Et le calcium du sable coquillé va être utilisé comme alimentation pour le bétail et permettre de renforcer
le calcium, notamment des œufs de poule. En les rendant plus résistants, ils facilitent le transport et les ventes et peuvent rapidement se transporter par train jusqu'aux halles de Paris. Alors, vous avez ici un coquillage qui a fait beaucoup parler de lui. C'est l'un des premiers logos des industries probiomères. Mais toutefois, il y a eu un contentieux avec la société Shell qui exploite les stations-service, les stations essence, et qui considérait que le logo était beaucoup trop proche du logo en forme de coquille, que vous connaissez sans doute dans la plupart des stations-service de la marque, ici dans le Morbihan. Alors, le succès rencontré au niveau des œufs va être récompensé par la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture pendant la grande crise de 1936, excusez-moi. Cette prime d'honneur était une sorte de bourse de l'innovation qui visait à récompenser notamment des brevets qui avaient été déposés. C'est aussi le reflet d'une époque qui engage la modernisation de la Bretagne d'entre-deux-guerres, qui avait été une période qui avait subi les conséquences traumatisantes des pénuries alimentaires. Et c'est une période qui est aussi aiguillée par l'avance des Britanniques dans ce domaine, qui avaient notamment mieux organisé la filière de pêche, mais aussi la filière du lait. Et la France, la Bretagne, voulait rattraper son retard et mettre en place des filières ultramodernes. Alors, pour se développer, les industries premières vont s'associer avec des marins pêcheurs qui vont se porter acquéreurs d'un bateau, notamment qui va s'appeler le Saint-Pierre. D'abord, dans l'archipel de Sauzet, qui fait partie de la stratégie d'alliance et de regroupement des îles du Ponant. Je me permets d'insister sur le nom du bateau parce que le choix de ce nom fait aussi référence à Césarée. Césarée qui était l'ancien nom antique de Jersey et qui était aussi associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et puis le nom Césarée pour désigner Jersey a été maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, la forme latinisée qui signifiait la très grande île. Il y a toujours, dans les îles anglo-normandes, un programme immobilier à Jersey qui a été constitué pour créer notamment, limiter les effets des résidences secondaires et qui s'appelle toujours Endium Homes. Alors, ce qui a permis de développer les industries probiomères, cette reconversion du savoir-faire horloger, c'est une culture du brevet. Les procédés dans les sciences du vivant ont été tous brevetés avant de les industrialiser. Et pour se développer à l'international, il a fallu développer des partenariats atypiques dans des domaines très variés. Ce sont à la fois des contacts avec des filières de l'économie monastique, comme par exemple les moines de l'abbaye de Sept-Fonds, qui sont situés dans la région Auvergne, dans l'Allier, et qui fabriquent toujours un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Ce sont aussi des contacts avec des milieux scientifiques, et notamment l'appui déterminant d'une femme qui s'appelle Lucie Randouin, et qui a été une grande scientifique, une grande biologiste hygiéniste, qui a été la première femme à rejoindre l'Académie de médecine. Elle n'a pas été la première femme à enseigner en Sorbonne. Avant elle, il y a eu Marie Curie. Mais en tous les cas, ses travaux précurseurs ont été très reconnus et vous pouvez retrouver facilement sa lettre de candidature sur Internet. C'est une lettre qui est très touchante. Elle a beaucoup valorisé des produits sains et naturels, posé les bases de la diététique et de la nutrition. Elle a notamment mis en valeur beaucoup le gros sel de Noirmoutier, le sel de l'île de Ré. Elle a aussi beaucoup mis en valeur dans ses travaux scientifiques et académiques les filières de pêche. Elle a mis en avant les pêcheurs, les filières morbihanaises des pêcheurs de grands fonds
notamment ceux qui allaient pêcher la morue, cette grande industrie morutière, et elle a valorisé dans ses travaux l'huile de foie de morue que nos grands-mères connaissent très bien. Alors, dans les années 60, il va falloir aussi s'adapter à de nouveaux paramètres. Une période importante de pénurie, en particulier dans la baie du Mont-Saint-Michel, va profondément bouleverser notamment les huîtres, les coquillages marins qui étaient extraits dans ce territoire. Et c'est à cette même époque que les Japonais vont arriver dans notre région, en Bretagne. D'abord, en 1967, des ostréiculteurs de la baie de Cancale vont recevoir l'aide de leurs homologues japonais pour reconstruire des parcs décimés. Et la même année, la ville de Rennes, la capitale bretonne, va se jumeler avec Sendai au Japon. Alors, pour contourner ce problème, un substitut sera recherché auprès d'importateurs morbihanais, mais aussi de Loire-Atlantique. Je pense en particulier depuis le port de Lorient, mais aussi depuis le port de Nantes-Saint-Nazaire, où seront expérimentées de nouvelles gammes de produits, en particulier avec de la farine de manioc de Madagascar, qui sera importée depuis le Morbihan. Vous savez que la farine de manioc de Madagascar est toujours beaucoup utilisée en Afrique et dans l'océan Indien. Et le Morbihan cultive aussi des liens extrêmement forts avec des ports de l'Afrique de l'Ouest. Alors, l'attrait pour le manioc prend de l'ampleur. De plus en plus de pays s'y intéressent. Le Premier ministre britannique Boris Johnson prépare la COP26 qui va se dérouler au Royaume-Uni. Et le manioc, en particulier l'amidon de manioc, revient sur les devants de l'actualité, à la fois parce qu'il existe aujourd'hui une technique indonésienne qui permet de transformer le manioc en sac et en déchets biologiques. Je crois que c'est quelque chose qui peut aussi intéresser l'économie circulaire. Ici, dans le Pays d'Auray, dans le Morbihan, il y a des initiatives exceptionnelles qui ont été lancées dans le secteur du nautisme, des navigateurs qui ont aussi mis en place des fondations. Je pense à la fondation Hélène MacArthur, des fonds de dotation qui existent, des associations qui sont aussi très actives sur le domaine de l'économie circulaire, des matériaux biosourcés. Alors, l'attrait pour le manioc prend aussi de l'ampleur parce que de plus en plus de pays africains s'y intéressent, notamment dans la lutte contre les déchets plastiques, qui est un sujet qui concerne les continents, mais aussi les océans. Et progressivement, de grandes entreprises s'impliquent sur le sujet, développent du mécénat de compétences. Je pense en particulier à L'Oréal, mais aussi, vous avez un autre exemple ici, mentionné sur cette slide, avec les Kenyans. En tous les cas, good luck à nos amis britanniques pour la COP26, qui, j'espère, encouragera beaucoup d'innovations dans ce domaine et qui pourra certainement aussi offrir une caisse de résonance à des innovateurs morbihanais, à des porteurs de projets innovants qui ont des choses à dire dans ce lien entre terre et mer. Alors, je vous l'indiquais, d'abord, la Manche avec Chauzet a été un formidable passage de témoin et c'est certainement un axe extrêmement inspirant pour, dans le Morbihan, imaginer des croisements de filières avec nos îles, innover demain, développer l'économie circulaire, développer les matériaux biosourcés. Ce savoir-faire des îles du Ponant rayonne effectivement également dans le golfe du Morbihan et je pense qu'il y aurait énormément de choses à retrouver, des éléments d'histoire, ce prisme historique qui pourrait être aussi mis en valeur à travers Belle-Île, à travers la contrebande horlogère. Il y a un écrivain qui résume à merveille et avec une grande créativité littéraire, cette relation entre terre et mer, cette relation d'innovation, c'est Victor Hugo. Victor Hugo qui, dans son œuvre « Les Travailleurs de la mer », lorsqu'il a été pendant 15 ans en exil à Guernesey,
dans les îles anglo-normandes, a imaginé la figure d'un roi au crinier de l'océan, dans lequel il imagine une monnaie, une seule et unique monnaie ayant cours, qui est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Ce qui montre combien les biotechnologies marines, les coquillages ont un potentiel exceptionnel. Vous savez qu'en Afrique, mais aussi dans l'océan Indien, le coquillage a été une monnaie extrêmement utilisée et qui s'appelait le kauri. Le Morbihan a bien sûr des relations extrêmement fortes avec les comptoirs de l'océan Indien. Toujours aujourd'hui, dans le domaine de la pêche au thon, et le kauri a été utilisé notamment depuis les Maldives et progressivement a perdu de son influence au profit de la monnaie métallique. Ce qui montre l'extraordinaire capacité, la richesse qu'offre la mer comme source d'innovation pour développer de nouveaux échanges, développer des monnaies alternatives. L'œuvre Les Travailleurs de la mer est aussi un formidable ouvrage que je vous invite à parcourir, dans lequel vous pouvez retrouver cette histoire de ce roi au crinier de l'océan qui refuse dans son royaume le droit d'entrée de l'or et de l'argent. Alors, quid d'Auray? Comment Auray, avec son hôtel de ville, comment Auray, dans sa relation avec le golfe du Morbihan, pourrait valoriser cet héritage, pourrait montrer que son grand patrimoine horloger, ce symbole d'indépendance municipale, peut également stimuler l'innovation, encourager des entrepreneurs, des porteurs de projets innovants à imaginer et à développer ce passage de témoins entre terre et mer. Alors, cette horloge, comme je vous l'ai expliqué, s'est érigée à la fois sur une signature architecturale hors norme à travers le beffroi, qui est fortement aussi inspiré de l'hôtel de ville de Rennes. C'est une vitrine qui est peut-être exceptionnelle pour faire venir des visiteurs, invités à découvrir justement le pays d'Auray et les grandes richesses qui ont pu se développer. Il y a certainement, depuis l'hôtel de ville, un dialogue à réinventer, valoriser la contribution que des citoyens, que des chercheurs, des défricheurs dans le Morbihan ont pu mettre en œuvre, à la fois dans le domaine des biotechnologies, des sciences de la vie, de l'économie circulaire, de la botanique, de la nutrition, mais aussi de la géologie. Et l'horlogerie, est peut-être aussi l'occasion de valoriser des pépites qui sont mal identifiées sur le territoire, des trésors que nous pourrions explorer ensemble. Vous dire, ce clin d'œil à l'hôtel de ville de Rennes est assez original parce que il y a un grand tennisman qui s'appelle Rafael Nadal qui vient régulièrement se fournir en montre auprès d'un ami qui a créé une marque de luxe. Et peut-être que finalement, Auray pourrait aussi attirer des grandes personnalités qui voudraient découvrir le grand patrimoine horloger et sa place atypique sur l'hôtel de ville. C'est certainement un parcours de l'horlogerie imaginaire qui pourrait également être développé en valorisant l'histoire des pionniers et des découvreurs du pays d'Auray, mais aussi du golfe du Morbihan, grâce à cette relation avec les marins, les navigateurs, à l'image d'un souvenir rapporté d'un voyage ancien. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous signaler l'innovation portée par une marque d'horlogerie qui s'appelle Awake et qui propose des montres faites avec des filets de pêche recyclés. C'est une innovation qui est très intéressante et qui pourrait, pourquoi pas, intéresser aussi des acteurs ici en Bretagne, dans le Morbihan. Emmanuel Macron a porté une montre Wake durant le G7 à Biarritz et en a offert à tous les dirigeants qui sont repartis avec. Ce qui montre qu'on a peut-être des grands savoir-faire à mettre en avant ensemble avec notamment les îles du Ponant,
les filières de pêche, les filières d'économie circulaire et les matériaux biosourcés qui sont portés par des capitaines d'industrie, des entrepreneurs ici dans le territoire. Je voudrais aussi signaler d'autres initiatives extrêmement intéressantes et qui peuvent peut-être fortement encourager des dynamiques d'innovation dans le territoire. Il y a il y a des programmes menés dans d'autres villes et je pense en particulier à la ville de Strasbourg, qui est très en avant sur le sujet. Vous savez qu'il existe aussi, comme à Plouermel, une horloge astronomique qu'il est possible de visiter dans la cathédrale de Strasbourg. Et les Alsaciens ont mis en place un programme assez insolite qui s'appelle l'Industrie Magnifique. L'Industrie Magnifique qui a été développée par le directeur marketing monde de Cronenbourg et qui vise à faire rencontrer des vieux métiers, des créateurs, des champs nouveaux en matière d'innovation sur l'espace public. L'Industrie Magnifique cherche aussi à s'exporter, à se décliner dans le Grand Ouest de la France, ici en Bretagne, et je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant de créer peut-être quelque chose autour de l'hôtel de ville d'Auray, de proposer des œuvres qui pourraient permettre à des visiteurs, à des habitants, aux citoyens, à des associations de valoriser le patrimoine de la ville et de le faire rencontrer avec justement des filières du territoire. Si vous êtes intéressé pour découvrir le fonctionnement et les festivités annoncées dans le cadre du programme L'Industrie Magnifique, vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet les informations mises à la disposition du public et qui se dérouleront à Strasbourg du 3 au 16 juin. Mais j'ai un peu envie de dire welcome en Bretagne si ce type d'initiative peut aussi valoriser des vieux métiers, des savoir-faire, des écrins qui peuvent mettre en avant notre territoire. Alors, un petit clin d'œil aussi à la glacière de Lorient, qui est un formidable projet qui vise à développer un tiers-lieu maritime. Et je crois que c'est une initiative qui est assez intéressante parce que cette idée aussi de reconvertir des lieux, de trouver peut-être de nouvelles puissances accueillantes, d'activités qui peuvent justement faire le lien entre terre et mer, c'est quelque chose qui, à mon avis, est peut-être extrêmement intéressant pour le Morbihan. Vous rappelez qu'il y a une campagne qui a été mise en place sur la plateforme kengo.bzh qui s'intitule « Je fonds pour ma glacière » et qui est portée par une association extrêmement dynamique et qui veut véritablement imaginer une reconversion extrêmement intéressante autour de ce château du XXIe siècle. Les avancées horlogères et la marine sont fortement liées, comme je vous l'indiquais lors de cette présentation, et c'est certainement quelque chose qui pourrait développer des liens. Un petit clin d'œil également à des fondations. Je vous indiquais l'importance de la marque Zénith qui a été développée et qui a fortement inspiré les industries probiomères. Aujourd'hui, la marque Zénith appartient au groupe LVMH et ce qui est assez exceptionnel, c'est que la fondation LVMH à Paris, que vous avez ici en photo à l'écran, épouse un véritable vaisseau de proue, un vaisseau en verre que je vous invite à découvrir si vous êtes de passage dans la capitale et qui est situé dans le jardin d'acclimatation à Paris, avec un lien peut-être exceptionnel à trouver avec la botanique, avec la route des épices que le Morbihan connaît bien à travers ses comptoirs. Et ce vaisseau de proue à la croisée de l'avenue du Mahatma Gandhi et du jardin d'acclimatation à Paris est une formidable référence qui pourrait également mettre en valeur la grande histoire horlogère, son odyssée avec la mer et son inscription aujourd'hui à l'UNESCO qui peut certainement pousser Auray à mettre en valeur son hôtel de ville et son horloge. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Je vous invite à réagir si vous avez des questions, des réactions. Il y a une bulle de discussion qui a été créée
dans lequel vous pouvez faire part de vos questions. Peut-être que dans vos différents voyages ou de vos différents déplacements, vous avez vu des initiatives développées aussi dans d'autres territoires. Je suis très curieux de vous entendre. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Remercier le Télégramme qui a aussi fait un très bel article pour faire connaître cette conférence à ses lecteurs. Et il y aura aussi d'autres conférences proposées à un rythme mensuel, toujours sur un prisme historique et un prisme lié à l'innovation. Je voudrais vous rappeler, et ça sera mon mot de conclusion, que les avancées horlogères et la marine sont fortement liées. L'apparition des premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps sur un navire fut une véritable révolution et elles permirent aux marins, aux navigateurs de se positionner en mer avec une très grande précision, d'explorer de nouveaux continents, d'explorer de nouveaux territoires. Et c'est peut-être ce que l'horlogerie nous invite à faire, explorer le monde, explorer le temps. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous rappeler cette marque Wake qui est assez exceptionnelle, qui produit des montres avec des filets de pêche recyclés. Merci à tous et si vous souhaitez réagir, j'ouvre les questions. Vous pouvez également utiliser votre micro. Bien, je rappelle également, dans l'attente que des questions se signalent, que cette conférence sera enregistrée et restituée en vidéo sur YouTube si vous souhaitez vous replonger sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ou des personnes qui souhaiteraient prendre la parole ?